Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour notre suivi des large cap suisses. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec la sélection des 10 plus grosses entreprises suisses. Donc je suis allé sur ce site qui nous donne les top market cap suisses. Donc on retrouve toutes ces entreprises. Je vous ai préparé une watchlist ici sur Coifin. Comme d'habitude, on va passer en revue les différentes colonnes. On a le symbole de la cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 3 multiples de valorisation par rapport au flux de l'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio court free cash flow, un multiple par rapport aux actifs tangibles, ça sera plus intéressant pour les financières, rendement en termes de rendement des capitaux investis, donc plutôt une rentabilité opérationnelle, le rendement des fonds propres, ce qu'on va regarder plutôt pour les financières, l'endettement net de l'entreprise en termes d'EBITDA, le rendement du dividende, le rendement d'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution, les free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio. On rappelle, le payout ratio, c'est la proportion de bénéfices qui sont versés en dividende, mais il faut se rappeler que le dividende est versé avec les free cash flow, donc il faut qu'il y ait une bonne adéquation entre les deux. Et on commence tout de suite avec la première entreprise de cette liste, c'est Nestlé, le géant mondial de l'agroalimentaire. On est sur 273 milliards de dollars de market cap, c'est quand même énorme. Pas de croissance en rythme annuel sur 5 ans. Les multiples sont, on va dire, élevés pour une entreprise qui n'a pas de croissance. On a l'entreprise sur EBITDA à 15 et un ratio coût-bénéfice à 23, alors qu'il y a zéro croissance. Quand il n'y a pas de croissance, on est plutôt en dessous de 10 normalement. Mais c'est une large cap avec une rentabilité quand même plutôt bonne, à 11,8%, qui est quand même une industrie. On est sur une industrie qui est quand même intensive en capital. Attention à la dette, on a 3 fois l'EBITDA en dette nette, c'est trop lourd. Ça, c'est la limite en fait pour les entreprises plutôt traditionnelles, non financières et non immobilières. Donc là, c'est limite. En rendement du dividende à 3,5%, 5% de rendement d'actionnaire, donc il y a des rachats d'actions. Les free cash flow sont équivalents au bénéfice net, le payout ratio est élevé à 72%. Donc cette rémunération d'actionnaire, à mon avis, ne va pas beaucoup bouger parce que le payout ratio est déjà élevé. Pour moi, Nestlé, c'est pas assez qualitatif à ce niveau. Le seul point intéressant peut-être, ça va être ce rendement d'actionnaire, surtout qu'on est en franc suisse, donc ça rajoute un peu quand même un attrait pour le dossier. Mais on est trop endetté, il n'y a pas de croissance, donc plutôt à l'écart en attendant que ça baisse au niveau de la dette. Ensuite, Roche, on est sur le premier laboratoire pharmaceutique suisse. On est sur 266 milliards de dollars de market cap. Pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Un multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA qui est à 11,6. C'est déjà un peu plus doux que Nestlé. Le ratio coût-bénéfice, il est à 30 quasiment, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. On est plutôt sur une société qui génère du flux, qui dégage du cash, des liquidités. Donc, les free cash flow sont plus pertinents, à mon avis, pour étudier l'entreprise. Et on voit qu'on est en dessous de 15. C'est relativement élevé pour l'entreprise qui n'a pas de croissance, mais la rentabilité est quand même très bonne. Un rendement des capitaux investis à 22,6%, c'est bien. Il n'y a quasiment pas de dette. On est à moins d'une fois les l'EBITDA en dette nette, ça c'est bien. Un dividende à 3,6%, avec un rendement d'actionnaire qui est à peu près équivalent, donc il n'y a pas beaucoup de rachat d'actions. Et attention, le payout ratio est à 92%, mais les free cash flow sont 2 fois plus élevés que les bénéfices nets. Donc, on a les moyens de cette rémunération d'actionnaire qui est en réalité à 46% ou 50% des free cash flow. Donc, Roche, si vous pouvez investir dans les pharmaceutiques, ça peut être intéressant. Peut-être qu'on pourra attendre quand même un multiple un peu plus bas. Maintenant, les sociétés suisses se payent avec des multiples quand même plus élevés que les autres. Ensuite, Novartis, le deuxième laboratoire suisse, on est sur 221 milliards de dollars de market cap, 1,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, et légère croissance, ça n'est pas grand-chose. Les multiples sont un peu élevés, à part le multiple de free cash flow. Donc, en valeur d'entreprise sur EBITDA, on a 11,1, ce qui est relativement moyennement élevé, on va dire. Un ratio court free cash flow, on n'est pas si loin de la limite du niveau attractif de 10. Mais bon, on est quand même à un niveau relativement élevé. Pareil, la rentabilité est quand même bonne. Entre 22% de rendement des capitaux investis, c'est assez pas mal. Une fois les l'EBITDA en dette nette, on n'est pas trop endetté. On a un dividende qui a 3,8% de rendement et 8% de rendement d'actionnaire. Ça, c'est excellent. On a un énorme programme de rachat d'actions, à mon avis. On a un payout ratio qui est calculé à 60%, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc, on a les moyens de verser le dividende et de faire les rachats d'actions sur Novartis. À choisir entre Roche et Novartis, à mon avis, Novartis est plus intéressant. On pourrait attendre encore un peu plus de décote. On pourrait attendre d'avoir un ratio court-bénéfice, un ratio court free cash flow à 10. Et là, ça serait une bonne opportunité pour
qui peut investir dans les laboratoires pharmaceutiques. Ensuite, on est sur Chubb Limited, qui est aussi coté aux États-Unis, une assurance. On est sur 115 milliards de dollars de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est quand même élevé hein, comme croissance. On est sur un multiple de ratio court-bénéfice hein, pour les assurances, on regarde plutôt le court-bénéfice. On est sur 14. Pour une entreprise qui a de la croissance, c'est pas mal, hein, avec un rendement des fonds propres à 13%, c'est correct hein, comme qualité. Ensuite, on a un payout ratio qui est à 17%, avec un rendement d'actionnaire qui est à 2,8%. Il n'y a pas de dividende mentionné, donc il faut vérifier hein, s'il y a du dividende, peut-être qu'il y en a. Ou alors c'est que du rachat d'actions. Mais je pense que, pareil, pour les gens qui peuvent investir dans les assurances, ça pourrait être intéressant, mais bémol, j'ai oublié le ratio cours sur actifs tangibles. Et nous, on veut des assurances qui ont une décote sur leurs actifs tangibles hein, pour avoir une marge de sécurité sur les actifs que détient l'assurance. Hein, parce que si vous voulez investir dans les assurances, il faudrait normalement aller évaluer les actifs. Mais si vous n'êtes pas actuaire, bonne chance pour évaluer la qualité des polices d'assurance. Donc c'est pour ça qu'on veut une décote sur ce multiple qu'on n'a pas ici. Donc vraiment plutôt à l'écart hein, sur Chubb Limited. Ensuite, on est sur compagnie financière Richemont, comme son nom ne l'indique pas. On est dans le luxe, 104 milliards de dollars de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a toujours une croissance assez intéressante, même si le secteur du luxe est plutôt en difficulté en ce moment. 15,5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est élevé hein, comme niveau de multiple. Et les autres multiples sont élevés, hein. Ratio court-bénéfice à 27, ratio coût free cash flow à 28. Bon, c'est pas donné, hein, c'est du luxe, c'est normal. Il y a plus doux dans le secteur comme valorisation. Si vous allez sur LVMH, c'est quand même moins valorisé, mais ici, vous êtes sur une société suisse, donc il y a une prime un peu sur les multiples. 10% de rendement des capitaux investis, c'est pas mal. On est sur un rendement du dividende à 1,8%. On est cash net, c'est bien, mais attention, il y a la dilution. Donc bon, ça, c'est pas terrible. Et le dividende a été versé à crédit. Donc Richemont, là, c'est trop cher en ce moment. En plus, il y a un peu de dilution. Plutôt à l'écart, attendez que les multiples baissent un petit peu si vous êtes intéressé par ce dossier. Ensuite, Zurich Insurance Group, on est sur une assurance, 102 milliards de dollars de market cap, décroissance de 1% en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est moyen. Un ratio coût-bénéfice à 18, pour une société qui a une décroissance, c'est pas exceptionnel. Hein. On a un rendement des fonds propres à 23,3%, ça c'est bien. Un rendement du dividende à 4,7%, un rendement d'actionnaire à 5,3%. Donc on a une action, rémunération d'actionnaire qui est quand même intéressante sur ce dossier. Pas de décote sur actifs tangibles, donc ça c'est moins bien pour une assurance. Et on a un payout ratio qui est à 71%, c'est pas incroyable. Hein. Ça veut dire qu'on va rester à ce niveau-là, à mon avis, qu'on va pas augmenter la rémunération de l'actionnaire. À l'écart de Zurich Insurance. Ensuite, ABB, on est sur un concurrent de Schneider Electric, plutôt un électricien, 101 milliards de dollars de market cap, 3,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est un peu faible, hein, quand on compare justement à Schneider Electric ou à Legrand par exemple. On a une valeur d'entreprise sur EBITDA de 15,4, ce qui est élevé. Le multiple de cours-bénéfices sont à 25 et cours free cash flow à 27, donc c'est un peu élevé. Il n'y a pas beaucoup de croissance quand même, hein, pour ces multiples-là, quand même, on aimerait avoir une décote supplémentaire. Un rendement des capitaux investis qui est à 19%. Par contre, très bonne qualité lui aussi, hein, forte rentabilité. On est quasiment cash net, hein, 0,3 fois les bidas en dette nette, donc ça c'est bien, très soutenable. 2% de rendement du dividende, 2% de rendement de l'actionnaire, il y a un très léger rachat d'actions. Le payout ratio à 21%, avec des free cash flow légèrement plus bas que les bénéfices nets, mais on doit être à 25% en réalité des free cash flow. Là, on peut encore doubler la rémunération de l'actionnaire sans problème. Hein. Donc ABB, c'est un peu cher payé pour la croissance qui est en face. Maintenant, ça c'est une croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Sur les dernières années, ça a dû accélérer. Donc allez voir de plus près si sur, on va dire, 1 an, 2 ans, on est au-delà des 6-7% de croissance. Dans ce cas-là, ces multiples se justifient vu l'excellente qualité du dossier. Donc pourquoi pas ABB pour qui peut investir dans la croissance. Ensuite, UBS Group, ça surtout n'y touchez pas avec un bâton. Ils ont fusionné avec le Crédit Suisse qui a fait faillite. Donc on doit se douter hein, qu'il y a beaucoup d'actifs pourris dans le bilan de cette banque. 95 milliards de dollars de market cap, 10,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça inclut le changement de périmètre avec Crédit Suisse. Le ratio coût-bénéfice à 20,5%, 20,5 fois, pardon. Pour une qualité de dossier aussi médiocre, ça me paraît cher payé, surtout qu'on n'a pas de décote sur actifs tangibles, alors qu'on sait qu'il y a des actifs qui sont moisis, donc pas bon. Hein. Là, il nous faudrait une décote supplémentaire. Rendement des fonds propres à 6%, c'est très médiocre pour une banque. On a un rendement du dividende à 3,5%, un rendement actionnaire à 6,5%, à 6%. Et le payout ratio est calculé à 45%. Donc on a les moyens de cette rémunération de l'actionnaire, mais c'est de la kryptonite. Moi, je pense qu'il ne vaut mieux pas y toucher. Holcim, alors moi j'aime bien Holcim parce que bon, c'est un concurrent de Vicat. Et Vicat, je l'ai en portefeuille, donc je suis également Holcim, qui a récemment spin-off son activité américaine
et bon, c'est une industrie qui marche plutôt bien, hein, en ce moment. On est sur 63 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, hein. C'est un secteur qui est cyclique, hein, la cimenterie. Maintenant, ce qu'il faut regarder plutôt, c'est la croissance de l'EBITDA, hein, sur ces sociétés. Elles ont toutes réussi à monter leur marge, donc ça, c'est quand même excellent. Elles ont du pricing power, en fait, ces entreprises. 10,1 une fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas si mal comme multiple. On est à 20 en termes de ratio coût-bénéfice, à 14 en termes de ratio coût cash flow. C'est une industrie qui est plutôt génératrice de liquidité, hein. On est sur une entreprise qui est plutôt mature. Bon, c'est pas trop cher payé, je trouve, pour la qualité du dossier. 7,8% de rentabilité des rendements des capitaux investis. C'est une société, c'est une industrie qui est très intensive en capital, donc c'est pas si mal, hein, comme rentabilité. Un endettement à 1,2 fois l'EBITDA, c'est pas très lourd comme dette et ça va continuer à baisser, donc ça c'est bien. 3,3% de rendement du dividende, excellent. 5,3% de rendement de l'actionnaire, il y a des rachats d'actions, c'est doublement excellent. 54% de rendement de payout ratio, mais on a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc on a les moyens de cette rémunération de l'actionnaire. Holcim, pour moi, c'est qualitatif. Les multiples sont plutôt pas si élevés que ça, parce que c'est pas une activité ESG et donc c'est décoté par le marché en Europe. Il faudrait voir la multiple de valorisation de leur spin-off aux États-Unis, mais à mon avis, ça m'étonnerait pas que ça soit plus élevé, hein. Donc pour moi, le Sim, c'est bien. Bon, c'est un petit peu cher, hein, si vous prenez du Vika, si vous prenez du Buzy, si vous prenez Heidelberg aussi, je pense. Ils sont moins valorisés, hein, mais là, vous êtes sur une société suisse, donc il y a une prime de valorisation. La dernière entreprise de la liste, c'est Swiss Re, donc un réassureur, 54 milliards de dollars de market cap, décroissance de 2% rythme annualisé sur 5 ans. Ça, c'est plutôt pas bien. Ratio coût-bénéfice à 17, c'est un peu cher payé, hein. Il n'y a pas de décote sur actifs tangibles, donc il n'y a pas de marge de sécurité. Un rendement des fonds propres à 14%, c'est plutôt bien, hein, pour une assurance quand même, pour un réassureur. On a un rendement de dividende à 4,9%. Malheureusement, c'est un peu neutralisé avec un rendement actionnaire à 4%, donc il y a de la dilution. Un payout ratio à 61%. On a les moyens de cette rémunération d'actionnaire, mais ça va pas forcément augmenter beaucoup plus. Donc vous l'aurez compris, il y a beaucoup de financières, hein, dans ce top 10 suisse. Dans quoi on peut investir en fonction de son profil. Si vous pouvez investir dans les laboratoires pharmaceutiques, pourquoi pas aller sur du Novartis. Si vous pouvez investir, si vous aimez la croissance, vous pouvez aller sur ABB, qui est finalement, j'étais un peu pointilleux, elle est pas si chèrement valorisée que ça pour une société qui a de la croissance et une bonne qualité en plus de la rentabilité. Et si vous aimez plutôt, on va dire, la value, c'est plutôt value Holcim, on va dire, même si les multiples sont pas trop value, mais bon, si vous aimez quand même les sociétés qualitatives, mais un peu cycliques, vous pouvez aller sur Holcim. J'espère que cette revue du top 10 suisse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.